météorite a percuté la Terre à Manicouagan. Une onde de choc 40 millions de fois plus importante que la bombe à Hiroshima a dispersé de la roche en fusion jusqu'en Angleterre. Situé au Québec à 200 km au nord du fleuve Saint-Laurent, le cratère de Manicouagan, d'une centaine de kilomètres de diamètre, est un des plus grands cratères météoritiques de la planète. Il forme aujourd'hui le réservoir du barrage hydroélectrique de Manic 5. Cette fierté, elle eut la chance inouïe d'être magnifiée immédiatement par ces travaux de la Manic, entrepris discrètement d'abord en 58, et dont les années 60 vinrent rapidement nous révéler les dimensions et la gigantesque image de puissance qu'il dégageait, avec cette preuve éclatante de savoir-faire qu'il nous fournissait à nous-mêmes, et cette réponse absolument nécessaire à tous ceux qui avaient toujours, et qui essayent encore parfois, de nous entretenir dans un sentiment d'infériorité. Manic a donc été et continue d'être et mérite d'être un objet de fierté nationale. C'est un pays qui vient du fond des âges, pays des caribous et du castor, terre des Premières Nations. L'homme blanc a remonté les cours d'eau qu'on voit dans les bois de cette forêt subarctique, emplie d'épinettes rouges, blanches ou noires, de pins, de mélèzes et de sapins baumiers. Une dentelle de lacs, de monts et de rivières abreuve le territoire veiné d'énergie, de cette richesse à ciel ouvert, de ses possibilités en devenir. Le tournant du siècle, c'est l'avènement de l'électricité. Cette énergie nouvelle, propre et bon marché, entraîne un boom économique. Aluminerie, pâtes et papiers, industrie chimique. Ces industries énergivores trouvent leur place sur notre territoire à partir des années 20. Après la Deuxième Guerre mondiale, la demande en électricité connaît une hausse fulgurante. La population augmente à toute vitesse. C'est le bébé-boom et la prospérité aidant, on multiplie l'achat d'appareils électroménagers. Les familles québécoises se dotent de réfrigérateurs, cuisinières et machines à laver électriques. Après sa fondation en 1944, Hydro-Québec se lance dans la construction de barrages et centrales. Il y a urgence. Bientôt, la demande dépassera la capacité de production québécoise. Dans les années 50, une activité intense est déployée. Hydro-Québec aménage Rapide 2 et Carillon sur l'Outaouais, une troisième section à Beauharnois et son premier gros chantier éloigné des centres urbains à Bercy-Miss. En 1959, Hydro-Québec prend une décision audacieuse. Appuyée par Daniel Johnson, alors ministre des Ressources hydrauliques dans le gouvernement de Maurice Duplessis, elle confie la conception du barrage de Manic 5 à SNC, une firme de Montréal, plutôt qu'à des Américains, comme il était alors d'usage. Toutefois, la mise en œuvre des projets échappe toujours aux Québécois. Les géologues, ingénieurs et arpenteurs s'enfoncent dans la forêt sauvage. Il faut tout connaître. Le chemin exact des cours d'eau, leurs affluents,
les dénivellations, les variations de courant, la nature du sol et du sous-sol. L'envergure du projet commence à apparaître. Dans ce temps-là, on montait la rivière en canot. Et on visitait, on faisait les portages, puis on examinait la rivière. Puis après, bien, si vous prenez un hydravion, et puis vous survolez la rivière, puis vous regardez les endroits où vous avez vu. Alors, avec ça, on détermine réellement la topographie pas mal, puis on fait des études pour avoir les quantités approximatives. Puis on va sur le terrain pour déterminer si on voit le roc, et puis etc. Avec les géologues, on se rendait jusqu'à la chute 2, puis là, on mettait les canaux à l'eau, puis on montait. Puis on a monté, puis on a fait les portages, puis on s'est rendu jusqu'en haut de la chute 5. Et on a examiné le terrain en montant. Après ça, on a fait venir des avions qui étaient à Shipshaw. Alors, à ce moment-là, on a pu réellement vivre la beauté de la rivière puis des sites. C'est devenu évident que ça serait beaucoup plus économique de construire un barrage à voûte multiple, parce que vous ne faites pas une masse, vous faites des voûtes. Un barrage à voûte nécessiterait 2 300 000 mètres cubes de béton, soit 10 fois moins qu'un barrage à enrochement et 5 fois moins qu'un barrage à gravité. Un barrage à voûte multiple et contrefort, c'est une première au Canada. Et comme notre connaissance de la chose était plutôt limitée, on a retenu les services de Coyne et Bellier pour nous aider à réaliser cet ouvrage-là. Le groupe SNC se joint à Coyne et Bellier de France pour préparer les premiers plans. Le barrage aura 13 voûtes et 14 contreforts. Le plus gros barrage à voûtes multiples au monde. 214 mètres de hauteur à l'arche centrale, 1,3 km de longueur à la crête. Derrière, un réservoir de 2000 km², où l'eau pourra monter en même temps que s'élèvera le barrage, ce qui permettra de respecter l'échéancier. Les arches ou voûtes reportent sur les contreforts toute la pression qu'elles reçoivent. Ces contreforts transmettent à leur tour cette pression au roc sur lequel ils reposent. La pression de l'eau est ainsi renvoyée à la terre. En 1959, les premiers travailleurs de Manic se mettent à l'ouvrage. Ils doivent, en pleine forêt, ouvrir une route pour se rendre au site de Manic 5. Point de départ, Bécomo. Devant eux, 210 km à franchir. Tout d'abord, la route sera en gravier. Mais tout de suite, elle est conçue pour le trafic lourd. Des millions de tonnes de ciment transiteront par là, de l'acier, de gigantesques sections de tunnels, des écrous, des grues, des pupitres d'écoliers, des camions géants. Les œufs, le lait, le bœuf, des vêtements, des pneus, de l'essence. La liste est infinie. Là-haut, à Manic 5, il faut préparer le chantier. Les premiers hommes de Manic sont arrivés par hydravion, vivent dans des tentes, se chauffent au bois. Ce sont de vrais pionniers. C'est parce que quand on est jeune de même, puis que là, on voit, tu sais, ça commençait, on va dire, hein, puis c'était dans la masse, il n'y avait pas gros, là, puis on marchait, puis c'était dans la boîte, on va dire, puis tout. Puis là, ben, l'impression que j'ai dit, ben là, je vais me décasser, puis je vais me retourner d'ici au PC. On commence par construire une piste d'atterrissage d'1,5 km de long. Puis, sur le site du campement, il faut raser la forêt, construire un moulin à scie pour utiliser tout ce bois, niveler le terrain, apporter l'eau courante. 3500 hommes s'en viennent,
Mais quand j'ai arrivé puis j'ai vu tout le chantier, c'était assez pour être impressionné. 3500 hommes, là, quand t'es jeune comme ça, j'ai jamais vu ça. En 1960, l'équipe libérale de Jean Lesage arrive au pouvoir. René Lévesque devient ministre des Ressources hydrauliques. Moi, j'ai eu des plus belles périodes de ma vie. C'était une période d'effervescence. On a appelé ça la Révolution tranquille. Je ne sais pas pourquoi le mot tranquille, mais c'était une véritable révolution sociale qui s'opérait au Québec. Il y avait à l'époque l'Office d'électrification rurale qui existait. Il y avait également l'Hydro-Québec qui avait été nationalisé en 1945. Et à cause de la construction des barrages qui étaient prévus, la question de l'électricité prenait une importance considérable pour le développement du Québec. Et c'est devenu la cause de M. Lévesque, évidemment, quand il a été membre de l'équipe du tonnerre en 1960. Il était nommé ministre des Travaux publics et ministre des Ressources hydrauliques. René Lévesque, député fraîchement élu, reçoit un étrange appel. Un dirigeant de l'Hydro-Québec lui demande de le rencontrer discrètement dans un petit hôtel près de la gare Windsor. René Lévesque raconte dans ses mémoires ce moment mémorable. Et il s'était réservé une chambre, puis sur le lit, là, il m'avait étalé ce qui était pour lui là, le problème crucial, puis qui m'a fait comprendre en 2-3 heures, parce que c'était assez laborieux. Ici, vous voyez la région de la Côte-Nord, où coulent 2 rivières très importantes. Le Manicouagan et la rivière aux Outardes. C'est là que débutera dans 1 an ou 2 le plus grand développement hydroélectrique de notre histoire. Carillon. Et il m'a expliqué que Carillon, vous savez, sur l'Outaouais, le barrage commençait. Les travaux avaient même été commencés avant que les contrats soient signés. Ça se faisait assez couramment dans ce temps-là. Et il y avait en plus une lettre d'intention, une promesse de contrat qui avait été faite au super contracteur des dernières années de Duplessis qui s'appelait la maison Périgny. Ah ben, quel est le problème? C'est que le contrat principal a déjà été promis à la maison Périgny de Boston. Celle qui détient depuis toujours un monopole sur tous nos grands contrats. Faut changer ça. Sinon, nos propres compétences québécoises devront continuer à servir de sous-ordre aux étrangers. Mais pourquoi me confier cette affaire, moi qui ne suis qu'un simple député? La rumeur veut que vous deveniez ministre. Alors, si on ne formait pas un noyau de responsabilité, de gars capables de diriger des chantiers, puis Carillon, c'était un laboratoire qu'il ne fallait pas manquer, c'est-à-dire donner les travaux à d'autres et jamais bâtir les compétences et les responsabilités chez nous. J'arrivais, moi, puis la rumeur disait que peut-être je serais dans le domaine hydroélectrique parce que j'en avais beaucoup parlé pendant la campagne électorale. Peu de temps après, René Lévesque devient effectivement ministre des Ressources naturelles, responsable de la gestion des ressources hydroélectriques. Au premier Conseil des ministres, René Lévesque exhibe une lettre d'entente entre le précédent gouvernement et la maison Périgny de Boston. Messieurs, je voudrais vous signaler que je n'ai pas l'intention de respecter cette entente qui a été signée par le précédent gouvernement avec la maison Périgny de Boston, ni avec toutes les autres maisons américaines. Je trouve tout à fait indiqué de rendre à l'Hydro-Québec la direction effective de ces travaux. Il n'est pas sitôt revenu à son bureau qu'un téléphone urgent l'attendait. Allô? Monsieur Lévesque, j'aimerais ça vous dire une chose au sujet des Périgny. Ma parole, les nouvelles vont vite. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, d'abord, vous devez savoir que les Périgny sont des amis de notre parti. Dans le passé, ils se sont montrés aussi généreux pour nous que pour les autres caisses électorales. Lui fermant la ligne au nez, il donne aussitôt un coup de fil au premier ministre Jean Lesage. Monsieur Lesage? René Lévesque. Il raconte au premier ministre le téléphone qu'il vient de recevoir. Écoutez, ça ne peut plus continuer comme ça. Ou bien vous sortez la caisse électorale de mes dossiers, ou bien moi, je rentre à la maison. Lesage appuya Lévesque et promit que ça ne se reproduirait plus.
C'est depuis lors que les Québécois sont maîtres de leur chantier. Pour moi, c'est lui qui est vraiment la poussée en arrière de Manic 5. Puis il venait souvent sur le site. Il était toujours intéressé. C'est un gars qui était bien attachant. Tu le voyais, tu l'aimais, tu sais. Au départ, tout était en anglais. Les rapports techniques, ça se faisait en anglais assez souvent. Mais Manic 5 a commencé, c'est fait en français, cette partie-là. Puis le mot d'ordre était justement que tout se passe en français. Ça venait de René Lévesque, qui avait demandé que ça soit comme ça. Puis je pense que c'était une très bonne chose. Quand M. Lévesque est venu comme ministre de l'Énergie, il a décidé de ne plus engager des entrepreneurs étrangers qu'il y avait chez nous et de demander à l'Hydro de devenir le maître d'œuvre. Auparavant, au Québec, tous les travaux d'envergure se faisaient en anglais avec des compagnies d'Ontario et américaines de Boston, Chicago et New York. En 60, lorsque le gouvernement est arrivé au pouvoir, j'étais à Carillon à ce moment-là comme étudiant, puis là, on a eu l'ordre qu'on travaillerait en français. On parlait, puis des fois, tu arrivais avec la pièce française, bien là, tu savais pas. À Manic 5, c'était des Cableways. Les Cableways, tout le monde va blesser les Cableways. Finalement, on a changé à Blondin. Parce que les gens, quand on parlait de Blondin, les gens se demandaient c'est quoi un Blondin, c'est quoi un Blondin. Et 4 ans plus tard, mais là, on parlait de Cableways, les gens ils nous demandaient c'est quoi un Cableway. Pour commencer les travaux, il faut d'abord détourner la rivière afin d'assécher la zone du chantier. On creuse des galeries de dérivation dans la montagne sur la rive droite de la Manicouagan. 2 tunnels parallèles de 700 mètres de longueur. Ils auront 15 mètres de diamètre pour un débit pouvant aller jusqu'à 3000 mètres cubes par seconde. Pour achever l'ouvrage avant la crue du printemps, on perce simultanément les 2 galeries de dérivation. On prépare le dynamitage. Il faut donner au tunnel une forme bien précise, sans fissurer le roc qui l'entoure. Monté sur le jumbo, on creuse 158 trous à la fois pour insérer les explosifs. Après l'explosion, ventilation du tunnel, puis on s'attaque à la longue tâche de sortir le roc, environ 400 mètres cubes à chaque fois. Ils viennent d'avancer de 5 mètres. Début décembre 1961, on fait sauter le bouchon. C'est la dernière section de roc qui empêchait la rivière de s'engouffrer dans les galeries pendant qu'on les creusait. Il ne reste plus qu'à bloquer le chemin de la rivière afin d'assécher complètement la zone du chantier. On érige des bâtards d'eau, une accumulation de roches et matériaux meubles placés en travers du cours d'eau, en amont et en aval du site. On peut maintenant dessiner dans le roc les fondations du barrage. Mais cette étape allait être compliquée par une particularité géologique du site. La Manicouagan cachait sous son lit une profonde gorge remplie d'alluvions, ses dépôts de matériaux divers transportés par le cours d'eau au fil des siècles. Oui, c'est du sable, de la gravelle, puis de l'argile. Il est hors de question de construire le barrage sur des alluvions friables et perméables. Il faudra vider le sillon alluvionnaire jusqu'au roc avant d'amorcer la construction du barrage. Au printemps 1962, on s'attaque à cet immense travail d'excavation. La rivière n'est plus là, alors on creuse son lit afin d'atteindre le roc de fondation pour asseoir le barrage sur du solide. 45 mètres de profondeur avaient évalué les géologues. La gorge devient de plus en plus étroite. Le travail est de plus en plus difficile. Au fur et à mesure que ça rapetissait, là, il rapetissait les voitures, rapetissait les camions, puis il sortait, puis jusqu'à endormir.
L'été avance. On devient nerveux à Hydro-Québec. Les échéances approchent. Le bétonnage ne peut commencer sans avoir atteint le roc solide qu'il faut par ailleurs inspecter scrupuleusement. Le fond de la gorge rétrécit sans cesse, obligeant l'utilisation d'outils différents. La nature poussera l'homme dans ses derniers retranchements. C'est à la pelle qu'on achève le creusage. Puis j'ai été jusqu'en dernier. En dernier, il vidait à la petite pelle puis à la petite chose, les camions, il n'y avait plus de place, là. Hein? Mais ça a été graduellement, là, tu sais. Ce n'est qu'en septembre 1962 qu'on atteint le fond du sillon. 50 mètres sous le lit de la rivière. Alors, ça a été tout lavé bien propre pour pas que l'eau passe, s'infiltre entre le roc et le béton. Et les géologues ont tout cartographié ça, la qualité du roc, etc., tout photographié. Le 3 octobre 1962, les hommes versent la première coulée de béton. Ils ont devant eux 7 années de bétonnage intense. Au pied du barrage, on a installé les résidences des travailleurs, l'immense cafétéria, la banque, le coiffeur et le cordonnier, l'aréna et les installations sportives. Pour les familles, il est possible d'acheter une roulotte et s'installer au village du Lac-Louise, aménagé à quelques kilomètres de là. Puis on faisait faire la demande par une secrétaire, parce que t'envoyais ça au gérant de projet. Quand même pas que t'arrives à la main avec tes petites fautes, puis tu sais, c'était gênant. Puis là, ben, on avait tout le temps des mauvaises nouvelles. Un soir, on s'est installé là, puis on a composé notre lettre, puis on a dit qu'on commençait notre vie ensemble, puis on voulait la continuer ensemble, puis j'étais enceinte, puis qu'on voulait vivre ensemble, en tout cas. On s'est vu, on a eu notre terrain. Ma petite bonne femme qui vivait à Montréal, coiffeuse, que tu déracines pour l'emmener à Manic 5 au milieu des épinettes, dans une maison mobile, c'est pas tout à fait évident quand tu as 18 ans. Hein? C'était un village pratiquement fermé. Hein? Les gens se connaissaient tous. On a eu vraiment du plaisir d'habiter là. J'ai aimé ça parce que, tu sais, on s'est fait une vie familiale, là. Ouais. Et puis, le soir, ben, des fois, on allait à la pêche. Tant qu'on avait un câlin, le plus vieux, là, puis on partait le soir, on allait à la pêche. Puis, le samedi, on travaillait. Fait que là, tu regardais le voisin dans la roulotte voisine un petit peu, là, puis à un moment donné, tu disais, coudonc, là, tu viens d'où, toi? Fait que là, elle commençait à nous décrire un peu comment ça ressemblait. Bon, ben rentre, on va prendre une bière, on va prendre un café, oh, ben tu sais, puis là, ça jase. Au printemps 1963, le sillon alluvionnaire est comblé. La base de l'arche centrale prend forme. Pour procéder au bétonnage d'une forme aussi complexe, on a d'abord divisé le barrage en sections verticales, appelées plots. On procède au remplissage des plots par coulées successives d'environ 2 mètres d'épaisseur. Ce sont les blondins qui permettent d'amener le béton dans chacune des 8000 coulées qui composent le barrage. Sur des câbles d'acier de 8 cm de diamètre, le système de blondin permet de faire circuler des bennes qui transportent le béton. 16 tonnes à la fois. Un blondin, en fait, c'est un équipement de levage. C'est un peu comme une corde à linge géante, dont un point est fixe et l'autre bout se déplace sur des rails. C'est un arc de sec, en fait.
Alors, sur les actes de cercle, c'est des voies de roulement, un peu comme les chemins de fer, mais super gros, là, et sur lesquels il y a des tours mobiles, et ces tours mobiles-là se déplacent. À l'autre bout du chantier, à 1 kilomètre de distance, sur l'autre rive, les câbles du Blondin sont fixés à 3 pylônes d'acier de 120 mètres de haut, retenus par des haubans. De la cabine, il était impossible de voir l'endroit exact où le béton devait être déversé. L'opérateur programme son appareil pour envoyer la benne à une distance prévue. Une autre personne, installée dans le coffrage visé, le guide par radioémetteur pour lui indiquer le point de déchargement. L'opérateur de Blondin doit vite compenser. Allégé de sa charge, la benne peut rebondir dans les airs dangereusement. Ce système permet d'effectuer 25 à 30 coulées par jour. Pour fabriquer du béton, en plus de la poudre de ciment, il faut de l'eau, du sable et des agrégats qui sont pris sur place. La poudre de ciment doit être importée de Québec et Montréal. Le Maple Branch, un ancien pétrolier transformé pour la cause, acheminera au fil des ans 700 000 tonnes de ciment. Il accoste à Bécomo, où on a construit un quai uniquement pour les besoins des chantiers Manicouagan ou Tarbes. Un système de pompage aspire la poudre de ciment dans les silos d'acier, sous lesquels défilent les camions venus prendre leur chargement. Toutes les 20 minutes, un camion quitte Bécomo pour monter à la Manic, 200 km au nord. Le béton est fabriqué sur place. Les installations comprennent une usine à béton, une usine d'agrégats pour concasser le roc, une carrière de sable et une autre usine pour fabriquer la glace afin de refroidir le béton en été. Jour et nuit, les hommes ont eu les pieds dans le béton, dans chacune des 8000 coulées du barrage. Le béton est ensuite foulé à l'aide de vibrateurs afin de faire sortir l'air et de le consolider. On laisse sécher quelques jours avant de monter les coffrages de la prochaine coulée. Ceux-ci seront boulonnés aux ancrages de la coulée précédente. En avançant le bétonnage en créneau, on n'avait qu'à élever 2 côtés de coffrage à la fois. C'était quelque chose de spécial. Ah oui, il fallait qu'ils descendent toutes les marches, embarquer dans le camion ou bien dans l'autobus, puis venir manger, puis retourner. Ah oui, quand nous autres, les gens, là, on se préparait au Tabastine. Quand les portes ouvraient, là, ça arrivait à la course, là, c'est un vrai courant d'air, là. Puis là, ça se dépêchait pour manger. Le monsieur, que le matin, là, qui prenait 2 tours pour un café, là, quand il était rendu en haut, il y avait déjà faim, puis on m'a dit de peut-être, là. Je trouvais le plus dur, c'était fournier. Nous autres, on appelait ça fournier, mais c'était des... Aujourd'hui, on parle un peu mieux, on dit des files d'attente, mais là, c'était un long, on avait une expression pour ça. On disait fournier. On faisait de la queue.
Puis là, on disait Fournier, nous autres, c'était partout. C'était pour aller manger, c'était pour poinçonner ta carte avant de commencer à travailler, c'était à la banque, c'était incessant. La prise du béton est une réaction chimique qui dégage beaucoup de chaleur. Dans le béton, on ajoutait de la glace pour réduire sa température et on avait un système de réfrigération. C'était des tubes d'aluminium avec de l'eau provenant en arrière du barrage ou de la rivière qui coulait là-dedans pour refroidir la prise du béton. Il en va de la solidité même de ce béton. Par contre, les grands froids empêchent une bonne prise du béton. Ainsi, l'arrivée de l'hiver force l'arrêt du bétonnage. Pour compenser, du printemps à l'automne, on travaille jour et nuit. Il a donc fallu organiser l'éclairage du chantier. 800 lampes de 1000 watts furent alors suspendues au-dessus du barrage. Nous sommes au nord du 50e parallèle. Aussi, ces lampes demeurent-elles allumées de longues heures durant les très courtes journées de printemps et d'automne. Dans les camps des femmes, il y avait des matrones pour... mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre là-dedans. Là. Parce qu'ils ont le côté moral de la chose, et puis il n'y avait pas de camp pour les couples. Donc, ça veut dire que quand tu allais au camp des femmes, tout simplement, tu avais un salon, tu recevais où ta blonde te recevait là. Puis à ce moment-là, on pouvait être 10-12 couples aussi, à veiller ensemble. Mais tu n'allais jamais du côté... Il y avait du côté des chambres. J'étais photographe, puis il y avait une chambre noire. Il fallait apprendre à se débrouiller, puis j'avais aussi la clé de la chambre noire. Ça a des avantages. Mais il y avait un problème, il ne fallait pas se tromper de chiffre avec un autre. La matrone, c'était pour surveiller que les filles, à une telle heure, qu'ils soient rentrées. Et puis, si c'était notre journée de congé, il fallait dire à la matrone quelle place qu'on allait. Parce que nous autres, on aimait aller visiter les autres chantiers. Les autres chantiers, c'était pas des gros barrages, là, c'était comme où ils faisaient le bois. Fait qu'on partait. On montait souvent avec le gars qui livrait la malle dans des camps d'hommes. On n'avait pas le droit, mais on y allait pareil. On disait, tu sais, ça nous faisait une sortie. Oui, puis il y avait des gars qui s'ennuyaient de même. Nous autres, disons, ils venaient au camp des femmes juste pour, disons, parler, pour avoir une présence féminine. Là. Puis là, ils venaient jaser avec nous autres, ils faisaient nos balles de laine. Il y avait des personnes... C'est sûr, du sexe féminin, c'est des filles. Les autres, ils faisaient des amours en bas, mais ils ne voulaient pas se faire tanner quand ils arrivaient en haut sur les chantiers. Là. Ils ne voulaient pas se faire creuser, comme on dit. Et quand il n'y avait pas beaucoup de filles sur le chantier, puis il y avait beaucoup de monde. Hein. Quand tu as 3500 hommes, puis tu as peut-être une centaine de personnes du sexe féminin, là, la demande est forte. Puis, mais le gars qui est resté dans son camp, là, puis qui pense à sa blonde, à sa femme, puis que l'autre qui arrive du village, puis il dit qu'il l'a vu aller veiller avec un autre, c'est assez tannant. Le gars a demandé son bleu, puis il est parti. Le positionnement des coffrages est délicat. En effet, chaque coulée penche un peu plus vers l'avant pour former les courbes des voûtes. Aucun angle droit. L'installation de chaque coffrage demande des mesures rigoureuses, prises à partir de repères fixes sur les deux rives. En 1964, dès que le barrage est suffisamment élevé, on ferme les galeries de dérivation. La rivière Manicouagan mettra plus de 7 ans pour remplir le réservoir. On accumule le béton en calculant méticuleusement l'avancement des travaux. Le 29 juillet 1964, en pleine nuit, les surintendants et les ingénieurs sont réveillés pour rejoindre l'équipe affectée au bétonnage. Ils doivent assister à l'événement. C'est la millionième verge cube de béton que l'on vient de verser. Au cœur de la forêt boréale, la vie fleurit à Manic 5. Les mariages et les naissances se multiplient. Avec ça, on a eu des enfants. Puis elle, c'est le 400e bébé né à Manic 5.
La vie était assez proche que quand elle a accouché les 400e bébés comme ça, là, mon allié douette, moi, parce qu'on arrivait d'une game de hockey. Quand il est arrivé chez eux, sa femme a dit « Je pense que c'est à soir. » Quand je suis arrivé à l'hôpital, lui, il était là en train de se promener dans le passage aussi. L'allié gauche, lui, c'était le docteur. Ça fait, le docteur était à faire la job. Puis nous autres, on se promenait dans le passage. Moi et mon chum. C'est pas juste pareil, parce que lui, il a eu le 398, 399, puis il a eu le 400. À Manic 5, ça a été la plus grande taverne en Amérique du Nord. Plus grosse. Ils montaient un camion de ciment, un camion de bière. Un camion de ciment, un camion de bière. On était toujours assis en groupe, donc on faisait un pot, on mettait l'argent sur la table. Puis là, il y avait toujours un leader de gang qui surveillait, lui il disait au waiter, laisse pas de place. Il faut qu'il laisse pas de place, il faut que ça soit toujours plein de verre. C'était la plus grande taverne au Canada, il y avait 600 places. 10 cents du verre de bière. Si tu savais comment on s'ennuie à la manée, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manicouagan. Parfois je pense à toi si fort, je recrée ton âme et ton corps, je te regarde et mes merveilles. Je me prolonge en toi, comme le fleuve dans la mer et la fleur dans l'abeille. Que devienne quand je suis pas là, mon bel amour, ton front doux comme fine soie et tes yeux de velours. Te tournes-tu vers la côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma main qui te fait signe d'attendre? Nous autres, on était dans un camp, là. On dit, tu vas aller le dimanche, on n'a pas de femme, pas d'enfants. On était loin, là. Nous autres, je me montais pour l'écouter. Et je te garde. T'as pas grand-chose à faire, là, le dimanche. Dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières. Mais les personnes qui vivaient le corps là, mais la tête en ville, là, ils ne restaient pas longtemps, ces chantiers-là. Il fallait vraiment que tu t'adaptes à ça. J'ai trouvé ça formidable comme expérience. Moi, il faut voir que j'avais marié une jeune poulette. J'avais 28 ans à ce moment-là. Elle en avait 18. Puis on la voyait atterrir l'avion le matin, elle voyait revenir le soir à chaque fois, à pleurer. Et quand on est parti de Manic 5, là, elle a pleuré pour de vrai. Toi que j'aimerais jusqu'au trépas. En 1965, on commence les travaux pour la centrale hydroélectrique. À 800 mètres en aval du barrage, on procède à l'excavation du site. Pour alimenter la centrale, on construit 2 prises d'eau de 36 pieds de diamètre, situées à l'est du barrage. Dirigée par les conduites forcées, l'eau rejoint les 8 turbines de la centrale qui fournira 1 500 000 kilowatts. Cette énergie sera transportée par des lignes à haute tension d'une capacité encore jamais vue. Les premières lignes à 735 kV au monde, inventées par l'Hydro-Québec pour relier le complexe Manicouagan-Outarde avec le sud du Québec. Lentement, les voûtes s'élèvent. Seules les photos conservées dans les archives nous permettent aujourd'hui d'admirer le dos de ces voûtes. Ces immenses courbes qui reçoivent toute la pression de l'eau sont aujourd'hui cachées à jamais par l'eau du réservoir qui les recouvre.
Chaque année, 11 000 personnes remontent les rives de la Manicouagan pour visiter le lointain barrage. L'un d'eux a récemment écrit « Jean d'Hydro-Québec. Ma famille vous a prêté mon père, qui est décédé en octobre 64 sur ce chantier. Il est toujours vivant dans notre mémoire parce que le barrage est toujours vivant lui aussi. La vie fut difficile pour nous, mais il n'y a pas de rancune. Vous avez fait un chef-d'œuvre. Merci. » Nelson Tremblay est né des 9 orphelins de Pauline et Fernand Tremblay de Saint-Jean-de-Dieu, comté de Rivière-du-Loup. Moi, je trouve que ça a été une période extraordinaire. Puis quand je regarde ça avec le recul, là, je me rends compte que c'est encore plus extraordinaire qu'on pouvait penser. Faut pas oublier qu'il y a de l'eau, là. C'est le seul barrage qui est comme ça à travers le monde. Moi, si c'était recommencé, je le recommencerais tout de suite. Moi, par intérêt personnel, j'ai souvent sillonné les galeries d'inspection à l'intérieur du barrage le soir après le souper. J'aime beaucoup la tranquillité. On se sent seul, mais en même temps, on sent qu'il y a tellement d'histoires, il y a tellement de gens qui ont travaillé sur le barrage. On se sent intégré à quelque chose de grand. Puis j'essaie d'avoir des flashs de comment ça pouvait être pendant qu'on construisait ce géant-là. On peut voir à l'intérieur du barrage, il y a en tout 7,5 km de galeries d'inspection. Et dans ces galeries d'inspection-là sont dispersés environ 2000 instruments de mesure, dont environ 10 % sont reliés à un système de télémesure informatisé. Donc, on peut suivre ce qu'on appelle le comportement du barrage. Une fois qu'on l'a construit, on voit son évolution, son vieillissement dans le temps. Ce que vous avez devant moi, c'est un pendule. Au sommet, il est attaché à une partie du barrage et à la base, il est attaché à un flotteur dans une cuve d'huile. Ça nous permet de mesurer les déplacements du barrage. Derrière moi, c'est un pendule inversé. Lui, au contraire, au sommet, il est attaché à un flotteur dans une cuve d'huile. Et à la base, le câble est ancré à environ 100 pieds de profondeur dans le roc de fondation. C'est notre point de référence. À l'aide d'un micromètre appuyé sur des chevilles de référence, les géomètres surveillent et enregistrent au millième de millimètre près les moindres déplacements du géant. Parce qu'un barrage, ça bouge. Par exemple, en période de gel, le barrage va se contracter sur lui-même et en période de dégel, il va se dilater. On peut dire que le barrage Daniel Johnson est un des mieux suivis au niveau de son comportement sur la planète. Donne-moi le 91, Pierre. Backside prêt. 608, 08, 1descend. Quand on construit des ouvrages de cette ampleur, de cette taille-là, on voudrait les garder le plus longtemps possible. On estime que le barrage Daniel Johnson, au départ, avait une durée de vie d'environ 100 ans. Mais avec toute la surveillance qu'on fait, bien, ça nous permet d'assurer la pérennité de l'ouvrage. Est-ce qu'il est éternel, ce barrage-là? Non. Je pense qu'ils peuvent le conserver assez longtemps. Là, on parle de 100 ans ou peut-être plus, parce que la technologie améliore la situation. Le genre de béton qu'on a mis là, c'est un béton qui est beaucoup plus résistant au changement de température que ceux qu'on faisait avant. Conséquemment, il faut le travailler. Puis ça va être aux prochaines générations de le travailler. Nos
grands-parents ont construit ce barrage-là et ils nous ont dit, les générations futures, on vous a construit quelque chose, à vous de vous en occuper maintenant et de le garder le plus longtemps possible.